Donc, comme je vous l'ai dit, si on veut représenter correctement le nuage électronique des atomes, eh bien, on va se poser la question de l'énergie, d'une part, et du mouvement ou de la position de l'électron, d'autre part. Mais donc, avant d'arriver au modèle quantique, qui va nous permettre de définir les orbitales électroniques construits à partir des nombres quantiques, qu'on manipulera ensemble, vous verrez que ce n'est pas très compliqué. On revient encore un instant sur des aspects dits spectroscopiques. C'est-à-dire comment on a d'abord mesuré ces histoires d'énergie, de l'interaction électromagnétique, la lumière en particulier, avec la matière. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La lumière est essentiellement une onde électromagnétique. Et ça veut dire qu'en fait, il y a, dans sa description physique, deux champs, qui sont des champs sinusoïdaux, en tout cas qui évoluent de manière non linéaire, un champ électrique et un champ magnétique qui sont perpendiculaires. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. Bon, il y a des cours très importants d'électromagnétisme, etc., qui sont consacrés à l'étude du phénomène lumineux. Nous, on vous rappelle juste ça rapidement. Alors, cette onde électromagnétique, eh bien, on sait la caractériser, en particulier par le fait qu'il y a des figures d'interférence qui peuvent être mises en évidence, et bien sûr des phénomènes de diffraction qu'on a vu tout à l'heure rapidement sur la petite vidéo d'animation, et sur cette expérience en fait de la double fente. Si vous envoyez des particules sur une double fente, vous mesurez deux bandes. Si vous envoyez une onde sur une double fente, derrière vous avez des interférences et donc une figure de diffraction. Ça va ? Alors on sait, il y a quelques caractéristiques bien sûr de ces ondes. C'est la longueur d'onde, c'est la dimension ou la distance entre deux sommets lorsque l'onde se déplace. Mais on définit aussi l'onde, bien sûr par son énergie, par sa fréquence ou son nombre d'ondes. Alors le nombre d'ondes, c'est défini là, c'est en fait la fréquence divisée par la vitesse de la lumière, et la fréquence, c'est l'inverse de la période. Voilà, donc peut-être vous avez déjà vu ça au lycée. On verra ce qui est essentiel pour nous à retenir. Simplement, il faut que vous preniez conscience de la chose suivante. Ceci doit être très clair dans votre tête. Pour une onde électromagnétique, plus la longueur d'onde est petite, plus elle possède d'énergie. Ça va ? C'est la longueur d'onde. Donc les grandes longueurs d'onde correspondent à des lumières qui sont peu énergétiques. Et donc concrètement pour nous, d'un point de vue maintenant biologique et médical, ce sont des ondes qui sont moins dangereuses pour notre santé. Ça va ? Alors, là aussi, quand on est étudiant en sciences, en physique, en chimie, il est important, selon nous, de connaître un petit peu l'ordre de grandeur des longueurs d'onde associées à la lumière. Et le spectre de la lumière est un spectre qui est extrêmement large. Alors il y a tout d'abord, on va commencer par les choses concrètes, le spectre de la lumière visible. Et ce spectre de la lumière visible, vous devez savoir qu'il se situe entre à peu près 400 et 750 nanomètres, si on mesure les longueurs d'onde en nanomètres. C'est à peu près la lumière visible. Alors, ça va du violet, ok ? Et avant, c'est des ultraviolets, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et ça se termine, vous voyez, par des rouges. Et après, c'est des infrarouges. Mais notre œil
Et notre perception du monde habituellement, elle se limite à cette fourchette d'énergie et donc de longueur d'onde. Donc à peu près entre 400 et 750 ou 800 nanomètres. Ça serait bien de le retenir, s'il vous plaît. Ouais. Pour situer à peu près les choses, vous voyez, ça c'est la culture générale, selon nous, en physique. Alors on va voir d'abord un peu les longueurs d'onde qui sont au-delà. Ce sont donc les infrarouges, puis les infrarouges lointains, d'accord ? Puis les micro-ondes, et puis les ondes radio et télé, d'accord ? Qu'on peut classer également dans cette échelle, d'accord, de longueur d'onde pour la lumière. Donc vous voyez, les ondes radio, TV sont des ondes centimétriques, voire jusqu'au mètre. Et d'un point de vue de leur énergie, elles sont, je ne dis pas totalement transparentes pour notre biologie, mais leur énergie n'est pas directement destructrice pour notre énergie. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles aux ondes, même à très grande longueur d'onde. Et on ne peut pas le négliger non plus. Ça va ? Et maintenant, si on va en dessous de la lumière visible, il y a donc un grand domaine de ce qu'on appelle l'ultraviolet. Okay. Alors l'ultraviolet, vous le savez, hein, ça commence à devenir dangereux pour nous. Et par exemple, dans beaucoup d'appareils, les écrans que nous utilisons aujourd'hui, mais aussi bien sûr quand vous allez vous faire bronzer là, dans les centres spécialement conçus à cet effet, ou quand vous vous mettez sur la plage en plein soleil, le soleil nous envoie aussi des ondes plus courtes que l'onde visible, les ultraviolets. Et si on en prend trop, on sait que ça endommage les tissus, et en particulier les tissus d'un organe qui est le plus en périphérie de notre corps, c'est la peau. Ok ? Voilà. Et ensuite, c'est pas fini. Non, tu le savais. Ensuite, en dessous des ultraviolets, il y a un grand domaine, bien sûr qui nous intéresse nous directement dans un cours de chimie et de physique, c'est le domaine des rayons X. Oui. Alors les rayons X ont été aussi découverts, je crois, à la fin du 19e siècle. Les rayons X sont intéressants parce que ces rayons X permettent de voir, entre guillemets, dans la matière, oui, puisque cette lumière étant beaucoup plus énergétique, elle va traverser, vous voyez, nos tissus. Mais quand ça traverse nos tissus, les muscles, la peau ou les os, l'absorption de ce type de lumière n'est pas la même. Et ceci, cette observation simple, a permis de mettre au point ce qu'on appelle la radiographie. Oui ? Mais prenez conscience quand même, je le dis aux étudiants depuis des années, que la radiographie aux rayons X n'est pas sans danger pour notre organisme. C'est-à-dire, ne faites pas des radios, je sais pas, des poumons, de votre cerveau, de vos bras tous les jours, parce que certains hypochondriaques pourraient faire ça. Hypochondriaque en français, ça veut dire ceux qui ont peur d'être toujours malades. Connaissez ce mot ? Oui. Mais si vous faites beaucoup de radio, après vous allez vraiment être malade. Pas parce que vous étiez, mais parce que vous avez pris trop de rayonnements ionisants qui vont endommager la peau, mais surtout d'abord le sang et les organes internes. Je ferme la parenthèse, juste pour quand même que vous reteniez que les rayons X, même pour regarder un bras cassé, c'est pas quelque chose qui serait sans effet sur notre organisme. Et ensuite, donc les rayons X, vous voyez, c'est important puisque c'est des longueurs d'onde qui vont jusqu'à l'angstrom, mais en dessous, c'est-à-dire dans les dimensions et les distances entre les atomes. Oui, donc on est dans ce genre de dimension-là. Et il existe des rayonnements d'encore plus courte longueur d'onde. Ce sont les rayons gamma. Pour l'onde électromagnétique, c'est E, l'énergie, c'est H nu ou HC sur lambda. Ça veut dire que l'onde électromagnétique dont on parle, donc la lumière, se déplace à une certaine vitesse qu'on connaît dans le vide,
c'est la vitesse de la lumière. La formule, c'est E égale h nu ou hc sur lambda. Le nu, donc c'est la fréquence, là. Donc c'est c sur lambda, et le nombre d'ondes, c'est 1 sur lambda. Donc voilà ce qu'il faut retenir, et on utilisera quelquefois ce formalisme. Donc si vous exprimez l'énergie en joules, qui est l'énergie exprimée dans l'unité conventionnelle, internationale, SI, à ce moment-là, la constante de Planck vaut 6,62, à peu près 10-34 joules seconde, et bien sûr, une vitesse, c'est en mètres par seconde. OK ? Donc cette constante de Planck est une des autres grandes constantes de la physique, qui était aussi fixée et qui sert aujourd'hui à mesurer le temps et les dimensions dans l'infiniment petit. C'est plus le mètre étalon qui fonctionne, je vous l'ai déjà dit. C'est quelque chose, c'est une grandeur qui est très petite. 6,62 10-34 joules seconde, fois seconde. Et c'est la base de la spectroscopie. C'est d'envoyer cette onde électromagnétique sur la matière et de voir ce qui se passe. Et bien, ce qui se passe, c'est que cette onde électromagnétique est absorbée, réfléchie, plus ou moins, par la matière. Il y a de nombreux phénomènes. Il existe des cours, à tes souhaits, il existe des cours et des gros livres comme ça, très intéressants, qui traitent de l'interaction lumière-matière. Donc c'est un domaine très vaste des sciences, okay, et passionnant et tout à fait important. Donc nous on va aller vite. L'idée c'est la spectroscopie au niveau atomique. Qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Et on va voir que ça nous apprend quelque chose d'important. Ça veut dire que les atomes vont absorber cette énergie, donc cette onde électromagnétique, mais seulement pour des valeurs discrètes de l'énergie, c'est-à-dire pour certaines valeurs bien particulières. Et si ces valeurs sont bien particulières, c'est qu'il doit exister au niveau du cortège électronique des énergies, particulières pour ce cortège et donc pour les électrons. C'est ça l'idée au départ et l'interprétation qu'on a donnée des phénomènes spectroscopiques. Donc, on va passer rapidement. Donc là, on reparle sur cette diapo de la dualité onde-particule. Moi, je considère que j'en ai déjà parlé, et je citerai dans la vidéo cette petite animation que je vous ai montrée, où on voit comment est-ce qu'on peut distinguer concrètement, par une expérience, la différence entre un flot de particules sur une double fente et une onde. D'accord ? Voilà. Et vous vous souvenez, au début, l'idée, c'est que si vous envoyez des électrons, donc ce n'est pas de la lumière, les électrons au départ, c'était des particules massiques, 9, 10,31 kg, sur une double fente. Normalement, si vous dites c'est juste des particules, vous attendez à avoir comme signature derrière 2 traits. Et en fait, on voit une figure de diffraction. Oui. Donc ça veut dire que cet électron, ces électrons, en fait, ils se déplacent aussi avec une onde. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Bien. Alors, vous voyez, l'idée, c'est que c'est symbolisé sur cette diapositive. Vous envoyez une lumière sur un corps matériel et vous pouvez regarder derrière s'il y a une décomposition de cette lumière ou, bien sûr, s'il y a certaines fréquences, donc certaines énergies particulières de cette lumière qui seraient absorbées de manière prépondérante par rapport aux autres. Et ça, bien sûr, ça va nous donner des renseignements sur la possibilité pour la matière d'absorber certaines longueurs d'onde ou énergies particulières et pas d'autres. Et c'est la base, en fait, de l'idée de niveau d'énergie dans l'atome. Voilà, alors vous voyez, si on fait ce genre d'expérience, et on a fait ce genre d'expérience avec l'hydrogène au départ, on voit effectivement que on mesure derrière donc
le phénomène d'absorption, l'expérience en tant que telle, un spectre de rais. Ça veut dire que à certains endroits, il y a de l'absorption et à d'autres non. Ça va? Et donc on s'est dit, tiens, c'est quand même marrant. Ça veut dire que quand tu envoies une certaine énergie précise sur un atome ou sur un type d'atome, eh bien cet atome peut absorber cette énergie, mais pas une autre énergie. Donc une énergie discrète, qui a une valeur assez précise. Et donc ça donne ce qu'on appelle un spectre de rais, et pas un spectre continu d'absorption. Ok? Donc c'est ça la chose importante à comprendre. Voilà, donc il y en a d'autres ici, l'hélium, qu'est-ce qui est marqué encore, le barium, etc. Mais nous, on va commencer par étudier le spectre de l'hydrogène. Alors, pour décomposer les processus, on va parler de deux choses qui sont complémentaires et qui, d'ailleurs, s'interprètent pratiquement de la même manière. C'est que d'une part, il y a des phénomènes d'absorption, c'est-à-dire comment un atome, un cortège électronique, va absorber certaines longueurs d'onde. C'est ce qu'on appelle l'absorption. Okay? Et on verra que c'est possible seulement pour certaines valeurs d'énergie particulières, discrètes. Et donc, on dit quantifiées. Mais maintenant, si vous arrêtez d'exciter, par exemple, un gaz d'hydrogène, vous arrêtez l'émission, eh bien, on voit l'absorption. On voit que cet atome réémet également de la lumière, mais il réémet aussi pour des valeurs particulières de longueur d'onde de cette lumière. D'accord ? Donc il y a un spectre d'absorption qui peut être mesuré, et il y a un spectre d'émission qui peut être absorbé. Et les deux spectres, bien sûr, vont être interprétés par le même type de schéma énergétique du cortège électronique. Et dans un premier temps, on a étudié bien sûr le système le plus simple, c'est l'électron unique de l'atome d'hydrogène. C'est deux types d'expériences, et on voit, vous voyez là sur ce schéma, que les raies principales, donc l'énergie principale correspondant à ces absorptions, ces émissions, bien sûr, correspondent aux mêmes énergies. Ça veut dire donc, dans l'interprétation, les phénomènes énergétiques doivent pouvoir s'interpréter au niveau du cortège électronique, donc de l'électron lui-même et donc de son énergie. Voilà, alors, pour un côté un peu plus festif, si vous voulez, ou de culture générale, on utilise les phénomènes d'émission et d'absorption de lumière pour faire des couleurs, pour faire des feux d'artifice, vous voyez. Et quand vous brûlez, par exemple, effectivement, si vous envoyez une flamme dans du sodium, dans du cuivre, du calcium, du strontium ou du barium, on voit à l'œil nu, par la couleur de la flamme, que les phénomènes d'absorption et d'émission ne sont pas tout à fait les mêmes, selon la nature des atomes constitutifs de là où on produit en fait les phénomènes d'absorption ou d'émission. Ça veut bien dire que les niveaux d'énergie doivent se jouer au niveau de l'atome. Vous comprenez, c'est ça l'interprétation. C'est l'atome doit avoir des différences en termes de niveau d'énergie de ses électrons. Pour rendre compte de ces niveaux d'énergie, on va utiliser dans un premier temps ce qu'on appelle la relation de Rydberg, qui contient une constante qui porte le même nom et qui va avoir cette expression. Ça veut dire qu'on se rend compte que l'absorption donc, d'une énergie, E, particulière, et comme E égale h nu, donc d'une longueur d'onde particulière, donc 1 sur lambda, eh bien ça peut s'interpréter comme simplement une différence de 1 sur n au carré, n1 au carré et l'autre n2 au carré, n1 et n2 étant des nombres qui correspondent à des niveaux d'énergie dans l'atome. Et pour relier en fait cette différence de nombres entiers, 1, 2, 3, à une valeur
de longueur d'onde ou d'énergie, on verra, hein, on peut utiliser d'autres formules peut-être même plus simples, eh bien on introduit ce qu'on appelle une constante de Rydberg, peu importe, elle vaut 1,097 10-7 par mètre, et dans cette formule, les nombres n1 et n2 sont des entiers. Donc ça correspond, si vous voulez, comme à des marches particulières d'énergie dans l'atome. Ok ? Eh bien, c'est de dire, dans un atome d'hydrogène, eh bien, il doit y avoir comme des étages d'un point de vue de l'énergie de cet atome d'hydrogène, et l'absorption ou l'émission ne peut se faire que si j'envoie, ou l'atome émet, une énergie qui correspond à des différences d'énergie entre deux marches. Et il ne peut pas y avoir, et c'est ça qui est très intéressant, il ne peut pas y avoir d'énergie entre ces marches. Ça veut dire que si vous envoyez une énergie qui enverrait par exemple un électron de son niveau fondamental, hein, le n égale 1, on appelle ça le niveau fondamental, le plus profond, vers quelque part le milieu entre N1 et N2, eh bien l'atome ne comprend pas cette information énergétique, et donc il ne peut pas faire une transition avec ça. Il laisse passer, ou alors il y a juste un phénomène d'émission de chaleur ou quelque chose comme ça, mais pour qu'il y ait émission, il faut envoyer une énergie qui corresponde exactement à la différence d'énergie entre N1 et N2. Oui. Il faut que vous reteniez ça dans un premier temps. C'est ça qui est important. Ça veut dire que les énergies sont discrètes ou ont des valeurs tout à fait précises dans un système électronique donné. Et c'est ça qu'on a mesuré au départ dans les expériences de spectroscopie. Une autre manière d'exprimer cette chose, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, dans l'atome d'hydrogène, hein, et on verra que ça peut s'appliquer dans les systèmes hydrogénoïdes, c'est-à-dire les systèmes qui possèdent un seul électron, eh bien que cette énergie, depuis le niveau fondamental, hein, tout en bas, vers les niveaux n égale 2, n égale 3, n égale 4, etc., eh bien, ils peuvent tous s'exprimer comme En égale moins 13,6 sur n au carré. Et si vous l'exprimez comme ça, votre énergie est en électronvolts. Okay ? On verra la fois prochaine comment est-ce qu'on passe des joules aux électronvolts. Okay ? Il y a un facteur 1,6 10-19, mais c'est un détail à ce stade. Si vous exprimez des choses de cette manière-là, d'accord, vous partez du principe que vous faites une transition en absorption ou en émission à partir du niveau fondamental. Mais ça veut dire aussi, dans l'atome d'hydrogène, et ça c'est quelque chose qu'il faudrait que vous reteniez, ça veut dire que le niveau fondamental de l'hydrogène, c'est moins 13,6 électronvolts. Quand l'électron il est tout en bas, calme, dans son niveau le moins excité possible, eh bien la valeur de l'énergie de cet électron seul, c'est moins 13,6. Mais ensuite, si vous lui apportez une énergie particulière, vous pouvez exciter cet électron pour qu'il passe une marche, un niveau, hein, un étage supérieur de sa structure, c'est n égale 2. Et que nous dit cette formule ? Elle nous dit, ce niveau d'énergie, l'énergie au deuxième étage de l'atome d'hydrogène, je connais sa valeur, c'est moins 13,6 divisé par 4, 2 au carré.